bienvenue dans l'interview. Un sévère rapport d'audit a été délivré sur la société qui gère les 3300 logements sociaux molenbeekois. Le parquet vient d'ouvrir une enquête, on a appris ce matin, une enquête préliminaire. Et hier soir, la commune a été invitée à anticiper le renouvellement du conseil d'administration. Catherine Moreau, bonjour. Bonjour. Pour quand est-ce que c'est prévu ce renouvellement ? Écoutez, il faut d'abord qu'en bonne et due forme, les choses soient faites. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout à moi d'initier ça, c'est la CISP. Donc les règles font que la CISP, c'est-à-dire en fait les gens qui la gèrent aujourd'hui, qui sont encore les gens anciennes majorité, se réunissent et fassent à ce moment-là la demande officielle que finalement les instances actuelles soient renouvelées. Normalement, c'est prévu en juin. Oui, la CISP, c'est la société de logement social qui gère les logements sociaux. La SLRB, donc, est la société de tutelle, là, au niveau régional, a décidé de donner de 15 jours à cette société, à cette CISP, pour réguler la situation. Ça vous semble jouable, en 15 jours, de faire la clarté sur tout ça ? Écoutez, moi, en fait, je n'ai encore rien vu de cet audit. Donc, tout dépend de ce qu'il y a dedans, de ce qu'on leur demande de mettre en ordre maintenant, je ne sais pas. Ça paraît court, évidemment, au regard des articles, je ne sais pas. Donc vous ne savez pas vous prononcer non plus sur... Est-ce que vous gardez votre confiance à Alain Bulto, qui est le directeur de la société ? Je dirais que chaque chose en son temps. Ici, on voit que le judiciaire va intervenir. Il y a une demande forte de la ministre d'intervenir. Je crois qu'il faut d'abord départager les responsabilités de tous les protagonistes avant de prendre des décisions. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferai. Ouais, il y a quand même beaucoup de molenbeekois, forcément, qui sont concernés par cette problématique. On a parlé des charges, on a parlé de beaucoup de choses. Défi demande qu'il y ait un conseil communal extraordinaire. Est-ce que vous allez quand même en débattre à ce moment-là ou vous attendez ? J'ai répondu à cette question de défi au conseil communal de mercredi. En réalité, nous n'avons pas la main à ce jour. Et comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant, la société est toujours administrée par les délégués désignés par l'ancienne majorité. Et donc, c'est à la société même de changer cet état de fait avant le 10 juin. Sinon, si on suit les statuts, les règles, etc., c'est le 10 juin. Donc, c'est seulement à partir du moment où eux prennent ces décisions-là que nous, on peut intervenir. Donc moi, ce que j'ai proposé à mes conseillers communaux, ils l'ont accepté, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, où que l'on en soit, on fasse un point sur la société de logement social au prochain conseil. Ok, donc il y aura ce débat-là très prochainement. Si vous voulez, on n'a pas aujourd'hui les informations et on n'est pas aujourd'hui le lieu pour ça. Évidemment, demain, on peut le devenir en fonction de ce qui va se passer maintenant. Alors, la question de la gouvernance, elle avait beaucoup agité les discussions lors de la mise en place de la majorité. Alors, l'opposition, vous attendez un petit peu au virage là-dessus, ça, on le savait. Aujourd'hui, c'est le réengagement d'un ouvrier licencié lors de la législature précédente qui fait réagir. Je vous propose d'écouter le chef de file du CDH molenbeekois. Et rebelote, dès qu'on est aux commandes de la commune, on reprend certaines pratiques. Quelqu'un qui a été licencié pour des faits qui sont relativement graves, distribuer des tracts d'un candidat qui aujourd'hui est échevin durant ses heures de travail, donc payé avec l'argent du contribuable, alors que c'était la énième fois qu'il défrayait la chronique, et on a choisi de plutôt faire du copinage, du clientélisme politique, et ça c'est de la responsabilité de l'échevin qui a soutenu ce réengagement. Comment expliquer ce réengagement ? C'est tout simple. Cette personne, donc sa situation, elle est particulière, elle est délicate. Et on s'est repenché avec le collège actuel sur la situation. Il faut préciser que dans le collège actuel, il y a l'échevin qui avait la tutelle sur les services desquels provenait ce monsieur licencié. Et le réexamen de cette situation a permis de montrer qu'au fond, ce qui avait décidé de son licenciement, c'était avant tout le fait que son statut ne permettait pas d'autres réprimandes. Donc il était ouvrier, il est toujours ouvrier, et au fond, on ne devait choisir qu'entre est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on ne fait rien. Et évidemment, en pleine campagne électorale, il a été décidé de le licencier. Aujourd'hui, ce qui a été finalement pensé, c'est que c'était probablement pas à la mesure de ce qui aurait été commis comme faute. Mais vous envoyez quand même un drôle de message. Ça veut dire qu'on peut distribuer des tracts sur son temps de travail. Écoutez, moi, je n'ai pas à statuer. S'il l'a fait ou pas, je n'étais pas là. Je n'ai pas vu les rapports. Je ne statuerai pas là-dessus. Je ne connais même pas cet ouvrier, donc pour tout vous dire. Mais je pense que la décision qui est prise est une décision qui a un caractère spécifique, humain, et qui tient compte de la situation dans son ensemble.
Et si Voilà. à l'avenir, quelqu'un distribuait Oui. des tracts pendant son travail, Mais quelle non. serait votre attitude? Bien sûr, c'est interdit, évidemment, évidemment. Et la sanction serait le licenciement? Alors ça, voilà, là c'est la bonne question. Est-ce qu'on ne doit pas arriver à mettre une gradation des sanctions? Visiblement, ce monsieur a eu un rappel à l'ordre qu'il n'aurait pas suivi et c'était ensuite directement le licenciement. Aujourd'hui, en réexaminant ça, on se dit que probablement c'est le fait qu'il y avait un manque de gradation possible des sanctions qui a amené à cette décision-là. Alors, on en vient aux violences lors de la soirée du Nouvel An dans votre commune. Il y a eu une interview que vous avez donnée à la VRT qui a suscité pas mal de commentaires. Vous y disiez en néerlandais: si nous n'organisons pas de fête, les jeunes organisent leur propre fête et puis ça dégénère et cela devient autre chose. Alors, avant d'en parler, je vous propose deux réactions de bourgmestres qui étaient sur le plateau des experts. Mettre le feu à des poubelles ou mettre le feu à un sapin pour faire la fête, sorry, ça ne va pas. Je ne considère pas qu'aujourd'hui, avoir des comportements comme ça relève d'une certaine normalité et que je peux les tolérer. Voilà, alors certains trouvent que vous n'avez pas été assez dur pour condamner ces événements. En premier lieu, la première sortie que j'ai faite, c'était de condamner toute forme d'impunité possible et de lutter contre cela. Donc la première chose que j'ai faite le mardi matin, lendemain des faits, c'est demander à mes policiers d'examiner, réexaminer, analyser, réanalyser toutes les vidéos pour qu'on trouve des casseurs et qu'on les amène devant la justice. Ça, c'est un fait. Un autre fait, nous sommes dans les conditions qu'on connaît, portés partie civile, ce qui est une procédure extrêmement rare, qu'aucune autre commune n'a encore fait à ma connaissance, et certainement pas à Bruxelles, et que Molenbeek n'avait jamais faite auparavant. Donc ça, c'est l'attitude que j'ai eue en tout premier lieu. Si vous me permettez un instant de revenir sur Terzak, ce que vos deux bourgmestres viennent de dire, c'est les deux phrases suivantes que je dis dans l'interview. Et en fait, Terzak les passe. Mais Terzak les passe avec un brouhaha et en changeant l'image. Et vous voyez, quand vous voyez les sous-titres, que c'est ce que je dis. Je dis, ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Et donc, ce que j'étais en train de faire et qui est capté là et qui est réinterprété en presse francophone, c'était l'analyse sociologique que moi, je juge être celle de ces événements. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, on constate des pratiques qui sont absolument pas normales, qui sont aux antipodes de ce qu'on peut qualifier de fête, mais qui, pour ces jeunes, constituent une fête. Et donc c'est ça que j'étais en train de commenter, en concluant en disant « ce n'est pas normal, c'est insupportable ». Revoyez Terzak, et c'est évident. Et votre idée d'organiser des fêtes? Je n'ai jamais eu cette idée. Les journalistes de Terzak ont voulu que je dise ça, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait organiser des fêtes. Je vous explique que j'ai parlé du climat insurrectionnel en Belgique et en France en expliquant qu'aujourd'hui, on notait partout, dans tous les pays, que des jeunes faisaient ça, que pour eux, c'était une manière de faire la fête et que ce n'était pas normal et que c'était insoutenable, insupportable. Alors, il y a une vingtaine d'arrestations administratives le soir même. Est-ce qu'il y a eu, suite aux analyses, d'autres interpellations depuis? Alors, depuis, pas encore. Il faut savoir un mois quand même, oui, presque. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué. J'ai demandé moi-même, avec mon collège échevinal, de pouvoir visionner les images, apporter notre aide. J'ai insisté pour que toutes les images arrivent à la police. Mais il faut savoir que c'est compliqué parce qu'il nous faut les images des personnes qui commettent les infractions et il faut qu'on soit sûr de leur identité. Donc ils sont en train de faire un travail monstrueux. Je les en remercie, à la recherche de la police pour arriver avec un ensemble d'images comme ça à être sûr de pouvoir coincer quelqu'un. Donc pour vous, on devrait pouvoir faire des arrestations prochainement. Et donc, ce qui me revient de mes services aujourd'hui de police, c'est qu'il y aurait potentiellement 5 personnes qu'on pourrait peut-être identifier. Voilà. Le CDH vous reproche un défaut de prévoyance par rapport à cette soirée du Nouvel An, dit qu'il y a une vacance de pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, sur la vacance de pouvoir, c'est vraiment, je vais dire, un argument en dessous de la ceinture. Donc le bourgmestre faisant fonction, puisque moi-même, après le décès de mon papa, j'étais partie quelques jours en congé, le bourgmestre faisant fonction était sur les lieux, était à Étang Noir, était en contact
en direct avec le chef de au niveau zone. de la mise en place d'un dispositif donc, suffisant. La mise en place d'un dispositif suffisant, je vais commenter ça. Alors, le dispositif sur pied, c'était quasiment 2 fois plus d'hommes affectés à cette soirée qu'en 2017. Donc, on peut dire que ce n'était pas assez au regard de ce qui s'est passé, mais le problème n'est pas là. Le problème est que lorsque moi j'arrive début décembre dans cette commune, il n'y a presque plus de moyens d'avoir de l'information qui remonte du terrain pour connaître la situation précise dans les quartiers. Et la police avait qualifié cette soirée avec une analyse de risque, pas de risque spécifique. Donc là, on a un souci. On a un souci non pas dans la préparation, puisque je pense que de ce côté-là, on avait une préparation correcte, mais dans la capacité de capter les signaux du terrain qui font qu'il y a probablement lieu de faire encore plus. Pour l'année prochaine, au Nouvel An, est-ce qu'il faut un commandement unique pour les 6 zones, comme Philippe Claus l'a évoqué? Écoutez, c'est pas exactement ça qu'il a dit. Bon, il a dit comme pour un autre, pour les gros événements, il y a un Gold Commander, on pourrait avoir... Oui, on pourrait imaginer ça. Moi, je pense que ce n'est pas tellement cette question-là qui a été battue en brèche. C'est vraiment la capacité à un moment donné de se rendre compte qu'il se passe quelque chose de tout à fait différent, de très brutal et de très rapide. Information pour vous. Quand on revoit la soirée, les choses se passent de manière extrêmement diverse, variée, éparse, et tout d'un coup, il y a une concentration de personnes et de faits au même endroit extrêmement rapide. Et là, les forces qui sont envoyées sur place n'arrivent pas à contenir, doivent reculer, et il y a 30 minutes de battement qui sont les 30 minutes qui ont permis le pillage des 3 magasins, et les vrais gros dégâts. Et donc ça ne peut pas se reproduire. Alors on est déjà à la fin de cette interview. Très rapidement, en mai 2019, ce sont les élections. Alors vous êtes bourgmestre de Molenbeek, on le sait. Est-ce que vous serez candidate pour succéder à Laurette Tonkelings à la présidence du PS bruxellois? Parce qu'elle a dit qu'elle a retiré après les élections du mois de mai. Actuellement, je ne suis candidate à la candidature pour rien. Parce qu'il faut rentrer les candidatures pour le 31 janvier. Actuellement, je ne suis candidate à la candidature pour rien. Parce que Molenbeek est ma priorité. Ok, eh bien ce sera le mot de la fin de cette interview. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Pascal Smet et Stéphane Obeit. Bon week-end à tous.